On estime à 3,2 milliards le nombre de joueurs, soit 40% de la population mondiale. Et elle seule, l'Asie, concentre 40% de ses joueurs. L'intérêt pour le jeu vidéo est donc bien partagé. C'est pour ça qu'on est si nombreux ce soir. Vous m'entendez bien derrière? Parfait. Oui. Alors, dès sa naissance, le jeu vidéo a vécu une véritable idylle avec une technologie encore balbutiante à l'époque, l'informatique. 62. Durant... Pardon? Oui, c'est ça. Durant les 60 dernières années, ces progrès fulgurants ont ouvert le champ des possibles pour les développeurs et les créatifs du jeu vidéo. Tout s'est accéléré au tournant des années 90, quand le duo a croisé le chemin de l'Internet. Le trio a révolutionné le concept d'interactivité et nous avons plongé dans la civilisation du numérique. Mais revenons quelques années en arrière à nos moutons, ou plutôt à nos consoles et nos joysticks. En 1958, des chercheurs s'avisent de rendre plus ludiques les journées portes ouvertes d'un labo de recherche en physique nucléaire de la côte est des États-Unis, plus précisément à Brookhaven, près de New York. Le public s'enthousiasme pour cet écran d'oscilloscope et ses deux manettes dernier cri, magnifiques, qui, grâce à un ordinateur de la taille d'une armoire normande, lui permettent de découvrir les joies de tennis for two. Dans les universités américaines, la dimension ludique de l'informatique fait des émules. Spacewar naît en 1962 dans les labos du prestigieux MIT, une université privée installée à Cambridge, près de Boston. Largement diffusé dans les universités américaines et parce qu'il propose une plus grande interactivité et se joue sur un ordinateur, Spacewar est souvent considéré comme le premier jeu vidéo de l'histoire. Mais quand on est au monde de la recherche, l'ordinateur reste hors de portée du grand public. Il faut attendre 1971 pour voir un des nombreux clones de Spacewar, Computer Space, être intégré et commercialisé sur la première machine de jeux vidéo, la borne d'arcade née. Le jeu vidéo payant commence sa conquête du monde. À la fin des années 60, Ralph Baer, un ingénieur et bidouilleur génial, crée différents jeux à base de carrés à déplacer, dont Ping Pong, qu'il intègre dans un boîtier rudimentaire à connecter sur un téléviseur. Son concept est racheté par Magnavox, qui en 1972 commercialise la première console de jeux vidéo de l'histoire, l'Odyssey, qu'on vient de voir. Très basique, ces jeux nécessitent des calques à coller sur l'écran du téléviseur pour donner un semblant de réalisme et de couleur. La même année, les créateurs de Computer Space fondent la société Atari. Et Ping Pong devient Pong. Intégré à une borne d'arcade, simple et intuitif, Pong devient le premier succès commercial d'un jeu vidéo. La légende veut qu'une des premières pannes de la borne fut provoquée par le monnayeur. Il débordait. C'est donc que ça marchait bien. Porté sur console par Atari, Pong est le succès du Noël 75 aux États-Unis. Et ce, alors que la console est dédiée à cet unique jeu. Rapidement, la concurrence s'organise. Bientôt racheté par Philips, Magnavox sort 8 consoles différentes entre 1975 et 1978. Et en 1977, Atari lance la 2600, la 2600. En quelques années, elle se vend à près de 30 millions d'exemplaires et borne l'entrée du jeu vidéo dans un marché de masse. Toujours en 1977, vieille entreprise japonaise spécialiste des cartes à jouer et leader local des jeux pour bornes d'arcade, Nintendo lance à son tour une console, la Color TV Game 6. Celle-là, je crois que Gabriel ne l'a pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas amené ici ce soir. Vendu uniquement sur le marché nippon avec plus de 350 000 ventes, c'est une réussite. Visionnaire, Nintendo investit dans le jeu en engageant les meilleurs créateurs de l'archipel, tout en gardant un œil sur le marché et les développeurs américains. Globalement, l'industrie vidéoludique s'étoffe avec deux champions, États-Unis et Japon. En 1978, une autre société japonaise, Taito, révolutionne le jeu d'arcade avec Space Invaders, le premier jeu vidéo du type Shoot 'em Up. Premier jeu à conserver en mémoire les meilleurs scores, il invite le challenge dans les parties. Vérité ou légende urbaine, l'engouement pour Space Invaders oblige l'État japonais à tripler sa production de pièces de yens.
pour permettre à ses ressortissants d'assouvir leur passion pour le jeu. Vérité vérifiable, celle-là, en 2016, les différentes versions du jeu avaient généré près de 14 milliards de dollars de revenus bruts. Toujours en 1978, un an après la sortie au cinéma du premier film de la saga de George Lucas, Apple sort le premier jeu Star Wars sans aucun accord de licence officiel. Un jeu aussi sommaire que sans intérêt. Et alors, il n'y a pas le son, mais je vous promets que c'est dramatique. Pas beaucoup mieux, le premier jeu sous licence, c'est Star Walk de Cinematronics, sur borne d'arcade en 1979. Il inaugure une très longue lignée de jeux estampillés Star Wars. Développés par des studios indépendants, ces jeux sortent généralement sur borne d'arcade, avant d'être adaptés sur console et PC. Incontournables, les jeux Star Wars ont accompagné l'évolution des salles d'arcade, tant en matière de jeux que de dispositifs, depuis la borne classique, comme on a vu, jusqu'au poste de pilotage quasiment calqué sur un simulateur de vol. Avec le succès de jeux d'arcade tels que Pac-Man et ses 100 000 machines vendues, alléchés par la promesse de bénéfices faramineux, les acteurs se multiplient. En 1981, le chiffre d'affaires des sociétés de jeux vidéo atteint les 5 milliards de dollars aux États-Unis. Au Japon, Nintendo sort son premier jeu de plateforme sur arcade, puis sur console. Donkey Kong devient la référence incontournable du genre. Une icône du jeu vidéo est née, et même deux, tant son adversaire, Jumpman, qu'on voit ici, qui monte les marches, a déjà des airs de Mario, la future star de Nintendo. Mais ça n'est pas encore. À l'époque, il s'appelle Jumpman. En 1982, un groupe d'ingénieurs et développeurs quitte Apple pour créer Electronic Arts. Leurs objectifs sont simples, mais ambitieux. Vendre les jeux de manière directe, sans passer par des distributeurs, réunir des studios indépendants sous une même marque afin de leur donner une plus grande visibilité, mais également créer les outils, stations de travail et logiciels dont les développeurs et les concepteurs ont besoin pour créer et produire les meilleurs jeux, puis les porter rapidement du monde PC vers les consoles les plus en vue du moment. Mais le coup de génie vient avec les simulations de sport. Football américain, basket, skate, hockey et plus tard le soccer, notre football et la Formule 1. En s'associant avec les puissantes fédérations sportives américaines puis la FIFA, Electronic Arts s'offre la poule aux œufs d'or pour les décennies à venir. Marquetée pour le Noël 1982 par le gérant Atari, l'adaptation en jeu vidéo du film E.T. de Steven Spielberg est développée dans l'urgence en 5 semaines et par une seule personne. Pourtant adoubé par Spielberg, le jeu ne trouve pas son public. Sur les 4 millions de cartouches produites, seul 1,5 million trouve preneur. Et on comprend quand on voit le jeu. Le fiasco est tel qu'une légende urbaine de l'époque prétend qu'Atari a enterré une partie des invendus dans le désert. Un mythe en partie confirmé en 2014, lorsque pas moins de 728 000 cartouches de divers jeux de titres Atari sont déterrés au Nouveau-Mexique, près de la ville d'Alamogordo. Et là, ils en ont vendu des cartouches avec des certificats. Saturé par des centaines de jeux médiocres, on vient d'en voir un, le marché de la console ne fait plus recette. En 1983, c'est le Atari Crack, une année noire pour l'industrie vidéoludique. Si Atari survit à la crise, aux États-Unis, de nombreux fabricants et studios cessent leur activité. En revanche, sur PC, le marché du jeu vidéo se maintient, boosté par l'arrivée des premiers micro-ordinateurs puissants à l'époque, peu onéreux et donc accessibles au grand public. Les Commodore, Atari, Amstrad, puis Amiga permettent de jouer, mais aussi de coder ses propres jeux. Sorti en 1983, le jeu Lode Runner propose un éditeur de niveau qui permet de créer et de sauvegarder des niveaux que l'on peut partager avec d'autres joueurs sur un même ordinateur. Une initiative qui comble les développeurs en herbe. Pour les curieux et les nostalgiques, il est toujours possible de jouer à Lode Runner gratuitement, en ligne et en couleur sur leur site loderunnerwebgame.com. Et là, ici, vous avez Gabriel, c'est vachement mieux. Globalement, l'ordinateur personnel et le jeu sur PC restent la chasse gardée des Américains, tandis que le Japon s'approprie le monde de la console qui, avec l'arcade, s'avère extrêmement populaire et rentable sur l'archipel.
C'est d'ailleurs au pays du soleil levant que Nintendo va relancer la console avec un modèle d'anthologie que vous avez ici, que Gabriela a mené, la Nintendo Entertainment System ou NES. Enfin, en tous les cas, ici, moi, je l'ai toujours entendu appeler NES. Je ne sais pas, Gabriel, tu confirmeras ou pas. 83, c'est le Famicom. C'est pas grave. C'est la NES, je crois qu'elle est sortie 2 ans ou 3 ans oui. plus tard. Alors, voilà, je profite la même chose. de l'intervention, mais qui est intéressante, de Gabriel. C'est que ces consoles, en fait, elles ne sortaient pas du tout aux mêmes dates chez nous, aux États-Unis, au Japon. Et donc, il y en a qui sortaient plutôt en Europe et au Japon, d'autres d'abord aux États-Unis, d'autres d'abord au Japon, comme celle-là. Et effectivement, elle est sortie bien avant au Japon et sous une autre appellation. Et il l'a aussi. C'est la Famicom hein, que tu as là. Celle qui est vraiment l'air très vieille. Ça fonctionne encore. Donc voilà pourquoi les dates sont fluctuantes et que c'est très compliqué d'écrire l'histoire du jeu vidéo parce que suivant quel article vous lisez ou quelle revue, c'est pas les mêmes. Bon, revenons à notre NES qui donc sort au Japon en 83 avant de confirmer son succès aux États-Unis et en Europe à partir de 1985. C'est bon comme ça? La légende raconte qu'ils l'ont fait plate pour que les gamins américains puissent poser leur boisson dessus. Ah, génial, ça je ne savais pas, ça c'est super. Je sais pas si ça c'est comme le lecteur de CD-ROM qui sert de... pour tenir les gobelets, non? De 1983 à 1990, cette NES, donc, Nintendo en écoule plus de 60 millions d'exemplaires. C'est phénoménal pour l'époque. Hein. La NES, c'est une console de 3e génération dite 8 bits. 8 bits fait référence à la puissance du microprocesseur utilisé. Pour aller vite, très vite, disons que plus un processeur est puissant, 8, 16, 32 ou 64 bits et au-delà, plus sa capacité de traitement des données à un temps donné est importante. Ce qui se traduit pour une console ou un ordinateur par son aptitude à afficher un plus grand nombre de couleurs, des mouvements plus fluides, des sons plus riches, des décors et des personnages plus détaillés. Ça c'est pour le jeu. Il y a d'autres applications évidemment. La NES cible toute la famille, avec des jeux développés pour elle et des héros ou des licences qui resteront dans l'histoire. Donkey Kong, bien entendu, mais aussi Mario, Link de la légende de Zelda, ou le premier Final Fantasy, une autre saga fameuse. Et pour la première fois dans un jeu, les concepteurs oublient l'éternelle princesse à sauver pour proposer une héroïne qui dépote à tout va, Samus Aran, la chasseuse de primes intergalactique. Mais en 1986, dans le jeu vidéo, le féminisme a ses limites. Dans ce premier opus, son genre n'est dévoilé qu'à la toute fin du jeu, quand la dame ôte son casque, retire sa combinaison spatiale et apparaît en bikini en fonction de votre score. Il faut la gagner, d'accord. Il faut la gagner. Face à la NES, la concurrence s'organise. Venu du jeu d'arcade, dès 1983, le nippo-américain Sega lance sa première console. C'est bon là pour la date? Le duel de titans entre Sega et Nintendo va vite s'avérer être un formidable moteur d'innovation. Chaque génération de consoles et de gamepad gamepad des manettes amène son lot d'améliorations. Dans le monde du jeu d'aventure sur PC, fondé en 1982 par George Lucas, le studio Lucasfilm Games, qui deviendra LucasArts, truste les succès avec un nouveau mode de jeu qui se libère du clavier et privilégie la souris, le point and click. En gros, pointer avec la souris et cliquer. Fantasy, science-fiction, policier, horreur ou comédie, quel que soit le genre évoqué, dans ce type de jeu, l'exploration et la résolution d'énigmes prennent le pas sur les réflexions et l'action. En 1989, Will Wright, un développeur, travaille sur un jeu de tir en hélicoptère. Il prend énormément de plaisir à imaginer les villes des décors d'arrière-plan, et ça lui donne l'idée de SimCity. Premier jeu vidéo sans fin, SimCity permet de créer puis de gérer des villes avec des composantes urbanistiques et politiques, soucieuses du bien-être des populations. Le jeu s'inspire des travaux d'universitaires américains qui utilisent l'informatique pour leur modélisation et leur simulation de développement urbain. Salué par la presse traditionnelle comme spécialisée,
SimCity a inspiré de nombreux autres jeux de gestion. Fin 88 pour la Mega Drive de Sega et fin 90 pour la Super Nintendo, les deux géants sortent leur console de 4e génération qui tourne avec des processeurs 16 bits. La qualité des graphismes, des personnages comme du décor et des sons s'envolent. Alors là, je suis désolé, mais je ne pouvais pas vous mettre les sons parce que c'est très très gênant quand on parle, mais effectivement, le son a pris une évolution grandissante dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est un travail merveilleux. Hein. Une bande de son de jeu vidéo, c'est digne d'un film, quoi. Voilà, c'était une petite... entre les phases de jeu, on peut voir, et on a vu la première, qui était une des premières, des séquences intermédiaires non jouables destinées à faire avancer l'histoire. Appelées cutscenes ou cinématiques en français, elles seront très vite dignes des meilleures productions cinématographiques en images de synthèse. Et là, c'était une séquence super belle de Ubisoft, qui est magnifique. Et moi, c'est mon métier, la vidéo, c'est pas le jeu vidéo. Au tournant des années 90, l'événement est nomade. On va essayer de se poser 1990, ça y est. Oui. Au Japon, Nintendo ouvre le bal avec sa Game Boy en avril 89. Peu sophistiquée techniquement, la Game Boy avec son écran monochrome bénéficie de 4 atouts. Un large catalogue de jeux, un tarif raisonnable, un positionnement résolument tourné vers les enfants et une grande autonomie. Ses concurrents optent pour un positionnement plus haut de gamme et un écran couleur. Atari d'abord, dès la fin de l'année avec sa Lynx. La Lynx séduit, mais le peu de jeux disponibles, un tarif élevé et son autonomie réduite, 2h30, plombe les ventes, en particulier hors des États-Unis. Un an plus tard, Sega sort la Game Gear. Bien qu'accompagnée d'un catalogue de jeux conséquent, elle arrive trop tard. Nintendo a raflé la mise. La Game Boy et ses différentes évolutions seront vendues à près de 120 millions d'exemplaires. La Lynx plafonne à 6 millions, la Game Gear à 11. Apparu en 1991, Sonic le hérisson, la mascotte de Sega, ne peut que le constater, Sega a trouvé plus fort que lui. Alors ça, c'est une référence un peu... J'ai enlevé la pub, parce que je trouvais que c'était trop long, mais... voilà, à la pub célèbre des années 90, Sega, c'est plus fort que toi. Et je pense qu'elle n'existe plus depuis longtemps. Mais pour un boomer comme moi, elle existe. Oui. En France, la Game Boy est vendue avec le jeu Tetris, jusque-là uniquement disponible sur PC ou borne d'arcade. Et c'est avec Tetris sur la Game Boy des enfants que de nombreux parents découvrent le jeu vidéo. Côté salon, tandis que Sega table sur les adolescents et le positionnement cool de sa Mega Drive, le succès de la Super Nintendo repose pour l'essentiel sur des jeux mythiques tels que Super Mario Kart, Final Fantasy ou Street Fighter 2. Bien plus abouti que le premier, ce deuxième opus sort sur arcade en 1991, puis sur Super Nintendo en 1992. C'est le premier jeu de combat à rencontrer le succès sur console. Un succès tel que dès 1994, les gros bras du cinéma américain tentent de surfer sur la vague. C'est une raclée. Ce film est minable. Plébiscité par ses fans, Street Fighter sera vendu à 50 millions d'exemplaires. C'est énorme. Le début de la décennie 1990, peut-être en relation avec Street Fighter, mais pas que, est marqué par les premières polémiques concernant la violence dans les jeux vidéo. Polémiques qui aboutissent à une autorégulation de l'industrie, initiée par Sega, qui met en place une évaluation des jeux et un marquage systématique de l'âge minimum recommandé à destination du public. Ce marquage, il permet à Nintendo d'abandonner sa politique de restriction de la violence dans ses jeux, puisqu'à présent le public est averti, et ça va saigner. ID Software sort Wolfenstein 3D en 1992. Animé en 3D temps réel, il est souvent considéré comme le premier jeu de tir à la première personne, le fameux FPS, pour First Person Shooter. Le pitch est simpliste. Vous avancez dans un château bunker et vous butez tous les nazis qui se présentent, patron compris. Je vous l'accorde, le graphisme n'est pas fameux, mais à l'époque, je me souviens, c'était inédit et totalement bluffant. Et là, il était réservé à quel âge, celui-là?
C'était déjà étiqueté, vous, pas trop à Pas l'époque. trop. Ou ça venait d'arriver. Non, mais je me rappelle même pas. Non. Je sais que nous, on l'a présenté dans des émissions pour les enfants. Ouais, Bon. carrément. Ouais. On s'est fait taper sur les doigts par certains parents, mais bon, globalement, ça passait. Un an après Wolfenstein 3D, Heidi sort l'infiniment plus gore Doom, centre d'un nouveau genre, la science-fiction horrifique. Si les personnages et objets de ces deux jeux sont encore en 2D, très vite les nouvelles générations de jeux de tir sont intégralement animés en 3D, décors, personnages et objets. Doom est l'un des premiers jeux qui propose un mode multijoueur en réseau local, dit LAN, pour Local Area Network. Avant l'arrivée de l'Internet à haut débit et des jeux en ligne, un LAN permettait de s'interconnecter et de jouer à plusieurs en même temps, en temps réel, chacun sur son ordinateur ou sa console, et le plus souvent dans un espace commun. L'occasion de parties acharnées, mais surtout conviviales, où adversaires et équipiers sont à portée du regard. Qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce qui s'appelle un espace commun, c'est quoi? Comme ici, là, si tu imagines que tu as pièce. toute... Voilà. Oui, un espace commun, un espace. Non, oui, c'est un réseau local. Oui, comme on est dans le jeu vidéo, on pourrait déjà être dans l'espace et dans la galaxie 3XB. Oui, non, mais on n'est pas là. Mais non. On est dans la même Là, pièce. là, je parle d'espace au niveau pièce, oui. C'est la même pièce, oui, d'accord. Mais pas systématiquement, parce qu'en fait, avec les LAN, c'était à fil et tu pouvais être loin. Ouais. Ouais, mais. Quelqu'un peut me... Avec le LAN, tu Oui, vois. t'as raison, Ah, c'est c'était ça. local, c'était des Mais avec gymnases, des bars, des... Le LAN, t'étais pas très loin quand même. T'étais pas. Bah, le principe, c'est- Ah non, mais ouais, mais enfin, Aujourd'hui, au même mais- réseau, oui, sauf connecté au même réseau. que tu jouais en temps réel quand même. C'était extraordinaire pour les gamins de l'époque. Moi, je me rappelle, le Ouais. LAN, ils adoraient ça, quoi. Tu peux Oui. faire des énormes LAN, tu peux faire une LAN dans un énorme gymnase. Ouais, Oui, mais avec... tu peux faire un- moi, j'ai vu à l'époque Tu peux faire un c'était LAN pas des dans ton compétitions, mais des festivals, comme un peu les Comic-Con, là, où ils étaient 50 ou 100 à jouer. C'était hallucinant. Si, franchement, à l'époque, c'était génial pour ça, quoi. C'était, enfin, pouvoir jouer à plusieurs. Jusque-là, tu avais ou 2 manettes sur ta console, ou 4 pour les plus... Bon, c'est fini, oui. En fait, t'as bien posé la question pour moi. Non, mais tu as raison. Mais je trouve que c'est bien clair. Pour moi, c'était clair, mais c'est vrai que l'espace commun... Précurseur encore, Doom permet officiellement aux apprentis développeurs, et ça c'est beaucoup plus important encore pour tous les fans de jeux vidéo un peu bidouilleurs, de créer leur propre contenu pour le jeu. En facilitant l'accès aux données modifiables, Heidi, le studio, innove avec une approche qui deviendra une norme tacite dans le monde du jeu sur PC. Et s'attache la sympathique une communauté, les modders, qui avant l'heure des réseaux sociaux font figure d'influenceurs majeurs sur les forums de gamers, les forums de joueurs donc. Effectivement, ces gens-là, je vous explique d'abord ce que c'est, puis après on en parlera éventuellement. Un modeur, c'est un hacker, c'est le hacker du jeu vidéo, si l'on s'en tient à la définition initiale du mot hacker. Un bidouilleur, bricoleur de génie ou pas, qui s'introduit dans un système et le modifie. Ce faisant, il crée un mode, une modification du programme. Caractéristiques des objets, des armes, variations du gameplay, du scénario ou des règles du jeu, les modifications imaginées par les modeurs ou les collectifs de modeurs sont sans limite. Par essence jouables, leurs modes sont partagés et parfois même officiellement rémunérés par le studio. Souvent créatifs et pensés par et pour des gamers, les modes ont assuré le succès de certains jeux et plus encore leur pérennité dans le temps. Alors celui-là, il est extraordinaire. Moi, franchement, il m'a fait mourir de rire. À l'autre bout du spectre du jeu d'action et d'aventure, la domination de LucasArts est battue en brèche par Cyan, qui, avec Myst, invente un jeu d'énigmes au graphisme hyper réaliste, à l'environnement sonore très sophistiqué, dans un univers de fiction très immersif. Porté par un bouche à oreille intense, Myst trouve rapidement son public chez les adultes. Pour répondre à l'évolution phénoménale du graphisme dans le jeu vidéo, Myst fera l'objet de 4 remasterisations en 1999, 2000, 2014 et 2021. Véritable hit, Myst reste durant 10 ans le jeu sur PC le plus vendu au monde, avec 6 millions d'unités.
Pour redorer son blason et sans doute ses finances, LucasArts rapatrie à la maison la franchise Star Wars. Et en 1993, le premier jeu édité par le studio est X-Wing. Suivi par de nombreux, très nombreux jeux, il sera. Loué par les gamers et la presse spécialisée, X-Wing sera considéré comme l'un des meilleurs jeux de la décennie. Toujours en 1993, Electronic Arts lance FIFA International Soccer. Initialement sorti en 2D et plutôt décevant. FIFA offre un mode multijoueur dès 1994 et passe à la 3D en 1995. Les fans de ballon rond n'y trouvent pas toujours leur compte, mais le football reste le football et les ventes augmentent de version en version. Présent dans la simulation de football depuis 1985, en 2001, le japonais Konami lance un concurrent direct de FIFA, Pro Evolution Soccer, qui séduit par le réalisme de son gameplay. Durant 2 décennies, entre les deux franchises, le match est féroce, puis le derby tourne à l'avantage de FIFA. Pro Evolution Soccer sombre face à la machine à cash d'Electronic Arts. Quelques chiffres pour expliciter ce phénomène planétaire. FIFA, c'est 325 millions d'exemplaires du jeu vendu en 2023. Et en 2022, c'était 1 milliard de bénéfices pour son éditeur et 89 millions de parties jouées par jour. Hein? C'est phénoménal. C'est du foot. Dans le monde entier, et puis là, c'est pas que les enfants, c'est les adultes, ceux qui ont connu FIFA en 93, là, ils ont 30 ans de plus. Donc, si tu veux... Oui, c'est phénoménal. J'en revenais pas, hein, j'ai vérifié 2 fois les chiffres parce que ça me semblait astronomique. Après tous 3,2 milliards de joueurs, même si ce n'est pas des joueurs très très actifs dans le monde, 89 millions, c'est juste une paille, finalement, qui joue à FIFA, tous les jours. En 1994, un nouvel acteur s'invite dans l'arène avec d'emblée une console de 5e génération Sony. Sa PlayStation intègre un lecteur de CD-ROM et une puissance capable d'afficher de la 3D en temps réel, des caractéristiques jusqu'alors réservées au PC. Le géant japonais de l'électronique cible clairement un public de jeunes adultes. Et ces jeux, développés par les meilleurs studios, trouvent immédiatement preneur. En 10 ans, Sony vend plus de 102 millions de PlayStation. Encore sous le choc, la concurrence riposte. Sega sort la Saturn en 1995, mais le manque de jeux dédiés oblitère ses chances de succès. Avec le système d'exploitation Windows 95, le monde du PC s'offre enfin un environnement unifié, et la généralisation du lecteur de CD-ROM facilite l'accès à des jeux toujours plus gourmands en termes de stockage et de mémoire. Les ventes de jeux décollent, et nombre de nouvelles licences voient le jour sur PC avant de passer à la postérité et de consacrer les plus grosses entreprises du jeu vidéo. On est sur le podcast ? Oui. En France, en 1995, Ubisoft sort sa pépite, Rayman. Alors Rayman, c'est un jeu de plateforme en 2D en scrolling horizontal, ce qui signifie que les décors défilent au gré de la progression du personnage. Célébré pour la beauté de ses décors et leur créativité, positivement accueilli par les critiques et les rédactions spécialisées, en moins de 10 ans, le jeu se vend à plus de 3 millions d'exemplaires. Et il faut bien le mentionner, Rayman est né ici à Castelnau-le-Lez, dans les locaux de Ludimedia, un studio indépendant, vite devenu Ubisoft Montpellier. Depuis sa création en Bretagne en 1986 par les 5 frères Guillemot, Ubisoft est passé du statut de distributeur à celui d'éditeur avant d'ajouter à son arc le développement, la création et même la formation avec un succès indiscutable et planétaire. Parmi les nombreuses licences d'Ubisoft, on peut citer les adversaires de Rayman en 2006, les Lapins Crétins, qui s'émancipent en 2009 avec La Grosse Aventure et deviennent une des franchises les plus rentables du géant français. Assassin's Creed, développé par Ubisoft Montréal, sort en 2007. C'est le premier épisode d'une série qui séduit par la qualité graphique,
la richesse de ses scénarios et de sa documentation historique. Pourvoyeur prolifique de jeux dits AAA, donc produits avec des gros moyens humains et financiers, Ubisoft, c'est aujourd'hui plus de 45 studios et 20 000 employés dans le monde. Mais revenons en 1996 dans la banlieue de Londres où débute l'histoire de Tomb Raider, un jeu d'action-aventure développé par Core Design. Cette fois encore, et ce n'est pas si fréquent à l'époque, c'est une héroïne que le joueur incarne. Alternativement vue comme une icône féministe ou un fantasme sexuel, au fil de sa longue saga, Lara Croft devient l'un des personnages les plus populaires du jeu vidéo. Aventurière badass, un peu archéologue, elle nous entraîne autour du monde dans des quêtes plus ou moins ésotériques. Écoulée à plus de 85 millions d'exemplaires, la saga reste à ce jour l'une des plus vendues du jeu vidéo. Au Japon, en février 1996, Nintendo lance son jeu de dressage, les Pokémon. Un véritable carton chez les plus jeunes, mais pas seulement. 28 ans plus tard, les Pokémon continuent régulièrement d'alimenter l'actualité de la planète vidéoludique. Chez Nintendo, on est ravis, les petits monstres redynamisent les ventes de la Game Boy et relancent l'activité d'origine de la firme, les cartes à jouer. Très attendue et au final excellente, la Nintendo 64 séduit. Pourtant, pour Nintendo, tout n'est pas rose. Bridés par la moindre capacité des cartouches et leur de production face au CD-ROM, les studios affiliés grondent. En 1997, le divorce est acté. Squaresoft quitte Nintendo pour Sony. Le 7e opus de sa licence Final Fantasy sort sur PlayStation. Des millions de joueurs plus matures découvrent et apprécient leur premier jeu de rôle. La popularité du genre est telle que les mécanismes du jeu de rôle infusent peu à peu dans les autres genres du jeu vidéo. Sur PC, Grand Theft Auto ou GTA déboule et dégaine à tout va. Accompagné par une bande-son d'une richesse étonnante, le jeu joue la carte du héros bad boy, teigneux, grossier et sans morale. Bref, un malfrat en quête de la reconnaissance de ses pairs. Le public du jeu vidéo adore, les ligues de vertu crient au scandale, et aujourd'hui, les fans attendent avec impatience GTA 6. Aux États-Unis et au Japon, dans un premier temps, le déploiement de l'Internet permet d'imaginer de nouveaux modes de jeu. Développé par Origin System, Ultima Online est le premier MMOG accessible au grand public et nous invite dans l'univers médiéval et fantastique de Britannia. MMOG, c'est l'acronyme anglais pour signifier en français « Jeu massivement en ligne multijoueur ». Et en l'occurrence, Ultima Online est un MMORPG, un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Imaginaire ou inspiré de la réalité, c'est un monde virtuel auquel le joueur se connecte via un avatar qui le représente afin d'interagir avec les autres joueurs. Ce type de jeu se déroule dans un univers dit persistant, donc accessible en permanence, et c'est important, en perpétuelle évolution, que le joueur soit connecté ou pas. Donc quand vous laissez le jeu, il peut s'y passer des choses, et quand vous revenez, vous le prenez en l'état. Ce qui change complètement la donne par rapport à tous les jeux qu'on connaissait avant ce type de MMO. Fin 1998, Sega sort sa Dreamcast, la première console qui propose une connexion directe à Internet avec un modèle 56K. Mais parfois, l'innovation ne suffit pas. La Dreamcast n'atteint pas ses objectifs de vente et signe pour Sega la fin de son activité console. Les années 2000 sont marquées par l'importance de plus en plus grande du online dans le jeu vidéo, mais de fortes disparités impactent son développement. Le Japon, la Corée du Sud et l'Amérique du Nord bénéficiant de connexions haut débit bien avant l'Europe et le reste du monde. En retrait sur le online par rapport au PC, les consoles continuent pourtant de faire l'actualité du jeu vidéo. Sortie en 2000 avec 150 millions d'unités, la PlayStation 2 reste la console la plus vendue de tous les temps. En 2001, le géant américain du logiciel Microsoft lance sa première console, la Xbox. Un demi-succès qui sera suivi de nombreuses réussites. Après l'échec relatif de sa GameCube, qu'on voit ici, qui était plutôt jolie, c'est dommage qu'elle ait fait un échec, en 2006, Nintendo fait un tabac dans les familles avec la Wii, qui ajoute la reconnaissance de mouvement et un accéléromètre à ses manettes de jeu. De génération en génération, les trois grands poursuivent leur marche en avant avec des consoles connectées de plus en plus puissantes.
capable de générer des images en haute puis ultra haute définition avec des gamepads sans fil, tout évolue très, très vite et surtout la puissance devient phénoménale des consoles. Et des capacités de calcul propres à assurer l'immersion totale du joueur dans l'univers d'un jeu avec des casques de réalité virtuelle par exemple. Parce que, évidemment, entre calculer ce qu'il faut en décor pour un écran et 360 autour de vous, puisque le joueur peut bouger, c'est phénoménalement plus compliqué et ça a besoin d'une puissance brute autrement plus. Mais ça, Arthur vous en parlerait mieux que moi. La généralisation des connexions haut débit accompagne la naissance des premières plateformes de distribution de contenu vidéoludique sur Internet et le début de la dématérialisation des jeux. Lancée en 2002 par Valve pour faciliter la mise à jour de ces jeux, dès 2006, la plateforme Steam propose des centaines de jeux au téléchargement, tous studios confondus. Forte de quelques millions d'utilisateurs, Steam est une aubaine pour les développeurs et les studios indépendants qui trouvent là une visibilité inespérée, l'opportunité de montrer leurs démos et l'occasion de s'affranchir à la fois des coûts de fabrication, de packaging et de distribution. Et ce, même si la contrepartie est un pourcentage sur les ventes qui frise l'usure. Si je dis ça, c'est que Valve leur prend 30%, ce qui est quand même colossal. L'aide n'est pas négligeable, mais 30% pour des petits studios, c'est quand même énorme. Je pense que leur prenez en tous les cas 30%. Aux antipodes du jeu AAA, le jeu indépendant est le plus souvent conçu par une petite équipe de développeurs qui travaillent sans le soutien financier d'un grand éditeur du secteur. Cette autonomie financière induit souvent une grande liberté créative, tant au niveau de l'innovation en termes de gameplay qu'en abordant des thèmes moins consensuels, voire engagés et même militants, ou avec une direction artistique originale qui s'écarte du conformisme propre à chaque type de jeu. Amorcé parfois lors d'un travail de fin d'études, le jeu indé n'est pour autant ni un label de qualité, ni condamné à l'invisibilité. Les centaines de jeux médiocres et quelques succès notables en témoignent tous les ans. Avant d'être racheté par Microsoft en 2014, le jeu le plus vendu de tous les temps, Minecraft, a été développé en 2011 par Mojang, un studio indépendant suédois. L'extrême richesse narrative et graphique qu'explorent les milliers de studios indépendants pour des jeux hors normes et souvent d'un grand intérêt didactique ou simplement merveilleux nous prouve que l'imagination des créateurs est bien le principal carburant de la planète indé. Je laisse finir parce que ça, c'est des jeux qui sont vraiment trop beaux, je trouve. Alors, je n'ai pas joué personnellement, donc je ne peux pas vous dire si la jouabilité, voilà, mais je les ai trouvés très très beaux, quoi, graphiquement parlant. Surtout qu'après j'ai fait une petite diapo qui sera uniquement didactique pour ceux qui se situent mal dans l'espace confiné qu'est notre petit globe. En Corée du Sud apparaissent dès 2003 les premiers jeux online free-to-play, soit gratuits pour jouer, financés par la publicité ou par les achats d'abonnements premium qui débloquent des capacités ou des niveaux supplémentaires. On parle alors de stratégie freemium. On attire l'utilisateur, puis on le convertit en client pour une version améliorée du jeu ou des services complémentaires. Bref, comme pour les réseaux sociaux encore embryonnaires, la gratuité a un prix. Alors que le trio informatique, jeux vidéo et Internet arrive à maturité, pour les studios, la rentabilité financière du jeu online dépend de l'augmentation du nombre de personnes connectées, avec bien entendu de grandes disparités en fonction de la région du monde et du pays concerné. Disparités qui sont hélas toujours d'actualité en 2024. De plus en plus de jeux proposent un mode online, massif ou pas, sur PC comme sur console. Divers genres de jeux MMO coexistent, reprenant le plus souvent la terminologie classique du jeu vidéo. On a vu le MMORPG pour les jeux de rôle, MMOFPS pour ceux de tir, et un type plus spécifique. Alors je ne suis pas sûr que là il faut le dire comme ça, mais MOBA. 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 Je
Je me doutais un peu que c'était MOBA. Pour arène de bataille en ligne multijoueur. Ici, généralement, 2 équipes de 5 joueurs et 2 camps contrôlés par ordinateur s'affrontent. Chacun des joueurs contrôle un personnage. À l'instar des simulations de sport, les MOBA font depuis une quinzaine d'années l'objet de compétitions de e-sport où s'affrontent les pro-gamers, des joueurs professionnels. Sorti en 2009, l'un des plus célèbres, League of Legends, de Riot Games, collectionne les records de fréquentation de ces arènes et de popularité sur les réseaux sociaux. En 2007, un événement pourtant extérieur bouleverse l'industrie du jeu vidéo. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. La cache machine d'Apple est lancée. Précurseur de nos smartphones actuels, le iPhone et son écran multi-touch, couplés à l'arrivée de la 2 puis de la 3G, font basculer le jeu vidéo dans l'ère mobile. Facile à installer et ne nécessitant pas de matériel particulier, d'emblée positionné grand public, le jeu sur mobile est généralement freemium, donc accessible gratuitement et plus si affinité. De nouveaux jeux émergent sur un marché largement dominé par la Chine et son milliard d'habitants. Et la Finlande, puisque Angry Birds et Clash of Clans sortent des studios finlandais, Rovio et Supercell. Si les années 2000 tenaient du galop d'essai, la décennie suivante s'annonce comme celle de tous les records. Aux États-Unis, Valve innove encore dans le jeu free-to-play avec les microtransactions. Dès 2011, l'accès à son jeu Team Fortress 2 est gratuit. Et Valve ouvre son magasin de cosmétiques. En rayon, les skins, en bon français, les pots, absolument indispensables pour personnaliser son personnage, une arme ou un véhicule que l'on obtient contre une microsomme qui, elle, n'a rien de virtuel. À ces microtransactions cosmétiques, on peut ajouter les lootbox. Classiques dans le jeu vidéo, ces coffres disséminés dans le jeu sont censés contenir un accessoire ou un bonus quelconque. Qu'ils contiennent quelque chose ou pas, ici on les ouvre avec une clé payante. Le casino, version jeu vidéo, est toujours gagnant-gagnant pour le studio. Et ça marche. Multiplié par les millions de joueurs, ces microtransactions atteignent des sommes astronomiques. Pour Valve et les autres éditeurs à sa suite, le gain est énorme. Avec les réseaux sociaux arrivent les premiers jeux dédiés, tels que Farmville ou Candy Crush Saga sur Facebook. Souvent simples et addictifs, et surtout addictifs, c'est le but, ils comptent rapidement des dizaines, voire des centaines de millions de joueurs. Des jeux qui, on l'a deviné, vont rapidement jouer la carte des microtransactions. En 2017, Epic Games lance Fortnite, un jeu de survie et de tir à la 3e personne. Gratuite, sa version mobile, Fortnite Battle Royale, rencontre un succès immédiat et colossal. 125 millions de joueurs la première année, 250 millions en 2019, et en mars 2023, Epic Games annonce plus de 500 millions d'inscrits. C'est vrai que Fortnite est un vaste archipel où chacun et à tout âge peut trouver le jeu qui lui convient. Les microtransactions Fortnite génèrent chaque année des milliards de dollars de revenus, dont une partie est redistribuée en dotation dans des tournois qui comptent parmi les mieux rémunérés du e-sport. Des tournois souvent diffusés en direct sur la plateforme Twitch et dont certains sont vus par plusieurs millions de spectateurs. En termes de communication et d'image, pour Epic Games, c'est un prodigieux retour sur investissement. Le jeu vidéo, ses techniques, ses créatifs, ses chiffres extravagants, tout cela est formidable et parfois totalement déroutant. Mais rien ne me fascine autant dans le jeu online et massif que ces communautés de gamers auto-instituées qui permettent aux autres joueurs de vivre de belles aventures humaines, virtuelles ou pas. Comme depuis bientôt 10 ans, les Fuel Rats du jeu Elite Dangerous et leurs 150 000, vous m'avez bien entendu, 151 000 sauvetages de pilotes et de vaisseaux en détresse. Les mecs passent leur vie à aller dépanner les autres dans un jeu. Je trouve ça mais magique. Il faut avoir une imagination de joueur, quoi. C'est ce qu'il y a de plus fascinant pour moi dans le jeu vidéo. Mais c'est pas tout. On a aussi les grévistes, ou les grévistes de Foxhole, si bien épaulés par les graphistes de leur communauté, qui, suite à une mise à jour hasardeuse, ont fait plier un studio initialement sourd à des demandes pourtant légitimes et bénéfiques pour le jeu. Ces petites et grandes histoires, les plus curieux pourront en trouver trace sur l'Internet, YouTube et les milliers de chaînes dédiées aux jeux vidéo.
Mais l'horloge tourne et mes deux complices du jour ont aussi des tas de choses à vous raconter. Je conclurai donc par un constat factuel et réjouissant. Trop longtemps boudé par nombre de nos contemporains et par nos édiles au du moment de voter les budgets culturels, le jeu vidéo trouve depuis quelques années et de plus en plus sa place dans nos médiathèques. Et ça, voyez-vous, mesdames, messieurs, je suis persuadé que c'est une excellente idée. Je vous remercie.